Il paraît que t'as des propos intolérables. Où y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. J'ai l'impression d'être un mini-jambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Le Guendec et bienvenue dans Retour vers le Turfu. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. Le féminisme pour le grand public, en expliquant un peu le schmilblick de ce bordel qui peut être compliqué, mais en même temps qui peut être simple. Et en même temps, on a envie de balancer un petit peu notre amour, notre haine, comme d'habitude. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Pezzoni avec moi. Comment tu vas aujourd'hui, Pezzo ? Très bien. Formidable, nickel. Christelle Cosi aussi est avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ? Oui, je suis très fatiguée, mais ça va. Et pourquoi tu es fatigué ? J'ai trop travaillé. Oh. Oui, ça arrive. Ouais, comme vous l'avez entendu, nous sommes que 3 aujourd'hui. Alexis est en plein tryhard, vraiment intense d'Overwatch. On a eu des nouvelles. 1900 mon gars. Il est revenu au zéro. Il est revenu aux origines, c'est bien. Je crois qu'il y a des gens qui sont là pour l'aider aussi derrière, donc heureusement. Hashtag je suis Alex. Il a fait le super game avant-hier apparemment, ce qu'il m'a dit. Ah ouais, donc il était refait. Première chose qu'il m'a dit au taf, genre j'ai fait salut. Oh en fait, je t'ai pas raconté. J'ai géré Overwatch, c'était trop bien. Non mais de ouf. Je me suis arrêté parce qu'il était 5h, sinon mon gars, je serais déjà niveau 2009, tout machin. J'ai dit, attends, c'est bon. Arrête de nous vendre du rêve, putain. Et je voulais parler aussi par rapport, je veux remercier le podcast Popcaster qui nous a parlé de nous la semaine dernière. Je sais pas si vous avez écouté un petit peu le retour par rapport à Gainsbourg, par exemple. Merci Pezzo. Ouais. Et ouais, il y en a qui ont du goût. Voilà, on voulait les remercier. Et c'est vrai qu'ils ont balancé une idée qui est plutôt intéressante. C'est vrai que par rapport aux conducteurs, c'est vrai que généralement on fait les actualités, le sujet et le reco. C'est vrai que là aujourd'hui on va changer un peu la donne, on va essayer de commencer déjà par le sujet et passer après par le présent, disons les actus et les recos. Donc on va pouvoir commencer directement avec le sujet, avec un petit spot TV qu'on adore, qu'on te considère déjà comme classique. Oh là là, il est mythique. Vous avez bien entendu, c'est le spot de la Nintendo Switch. Alors vous allez l'entendre et vous allez dire ce que vous en pensez, mais c'est du peanuts. Allez, c'est parti pour le sujet. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille, mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme. Il a l'argent, il a le pouvoir. Il a une Audi. Il a une âme. Il aura la femme. Comme vous l'avez sous-entendu à l'intro, aujourd'hui on va parler de meufs, de cul, de sexe, ouais mon gars. mais aussi de patriarcat, de genré, et de tout autre petit peu de polémique. On va commencer peut-être pour définir un petit peu, pour que tout le monde soit d'accord, qu'est-ce que finalement le féminisme. Christelle Cosi, hashtag notre dictionnaire Larousse, va nous expliquer un petit peu le pourquoi et qu'est-ce que c'est. Ça tombe bien, je suis rousse, pardon. Oh Elle a de l'humour aujourd'hui. Seulement Ça aujourd'hui. change hein. Ouais, c'est un peu plus détendu aujourd'hui. c'est Ouais, bien. j'avoue, elle est un peu chiante d'habitude, hein. C'est vraiment une connasse. Alors, le La meuf féminisme... s'auto-troll. C'est direct. Toujours, surtout ce soir. Alors, le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun. C'est que les femmes et les hommes soient égaux sur absolument tous les plans, donc que ce soit dans la vie privée, dans l'université, dans la politique et dans l'économie. Voilà. Et petite question, est-ce que c'est le cas ? Non. Ah ok. Ça ne l'a jamais été. Nulle Merci, part. bisous, à la semaine prochaine. Merci, c'était Retour vers le Turfu. Non, alors, disons que, bon, pour beaucoup... Dans l'histoire, déjà, il y a eu des améliorations. Oui, heureusement. Parce que là, je serais même pas là, je serais en train de laver par terre pendant que vous faites votre podcast, là. D'ailleurs, je pense le sol est assez sale. D'ailleurs, je pense que celui qui aura fait à manger ce soir, ça aurait été toi. Oui, clairement. D'ailleurs, on peut remercier notre cuisinière Pezzo. Merci. Merci pour ces pâtes, c'était formidable. Ça va, c'était bonne. Ah, nickel. Ouais, grand moment. Et oui, donc pour beaucoup, le féminisme a toujours existé, notamment avec Cléopâtre, etc.
Pour ma part, moi, je vais vraiment m'attarder sur le XXe siècle, qui pour moi est quand même le moment où le féminisme a vraiment explosé, du moins en Occident. Mais c'est là que c'est devenu hype, quoi, en fait. Oh, putain. ouais, en gros. Ouais, c'est ça. Bah, disons Ouais. que, en fait, avant, oui, bien sûr, il y a toujours eu du féminisme, etc., mais ça s'est vraiment appliqué, effectivement, à partir du XXe siècle. Alors, comment ça a commencé ? Enfin, en tout cas, en partant de cette époque. Donc, en gros, déjà, ça s'est énormément inspiré de la mode. En fait, dans les années 20, la Garçon et la Charleston ont été quand même les deux figures féministes de l'époque. Donc, ça s'est exprimé à travers leurs vêtements, leur attitude et leur coiffure. Donc, pour rappel, donc la Garçon, c'était la femme qui avait les cheveux courts. C'était la femme qui s'habillait justement de manière garçonne, donc en noir, en blanc, qui avait ce côté un peu masculin, qui osait mettre des pantalons. La La fifou. Thug Life à l'époque. La figure de la Garçon à l'époque, c'est bien Louise Brooks, donc qui était une actrice américaine qui était vraiment la figure de la Garçon aux États-Unis et en Europe. Et il y avait à côté donc la Charleston. Donc la Charleston, c'était un peu entre guillemets l'autre côté du féminisme parce que finalement les deux étaient un peu un cliché. Donc voilà, la Garçon qui se la jouait mec. Et au contraire, la Charleston, donc qui elle, c'était les plumes dans les fesses, les paillettes, le boa, etc. Vraiment la féminité, mais poussée à son paroxysme avec un petit côté cul. Et justement, c'était la femme libérée, justement, celle qui s'en foutait, qui allait dans des cabarets le soir, qui se torchait la gueule, qui fumait des clopes, qui emmerdait le monde. Donc voilà, les deux étaient réunis par cette idée de on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on a les mœurs qu'on veut, on s'en fout. C'était vraiment ça l'idée, et c'est ce que voulaient exprimer leurs vêtements. Donc l'une étant comme un mec, et l'autre étant extrêmement excentrique, extrêmement féminine, voire vulgaire par moments. Voilà. Bon, ensuite, il y a eu la guerre et tout, donc ça a un peu... C'est un peu calmé. Voilà, les deux guerres ont un peu tassé tout ça. Ensuite, on arrive après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on fait un énorme saut de 40 ans, quasiment, enfin... Ouais, 40 ans parce que je passe les années 50 qui étaient classiques, là j'arrive directement aux années 60. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que à ce moment-là, bon alors là ça va être la minute chiante, qu'est-ce qui se passe en 1960 ? Donc ça fait 10 ans à peu près qu'il y a le plan Marshall en Europe. Le plan Marshall c'est quoi ? C'est les Américains. Pour sauver l'Europe de la merde, ils leur ont dit ok, on vous file du fric pour reconstruire l'Europe, mais en échange, vous vendez tous nos produits américains sur le territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est autant américanisé à l'heure actuelle. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben le jean fait son apparition. Et du coup, les femmes commencent à s'y intéresser. Et pour rappel, à l'époque, il était toujours interdit aux femmes de porter des pantalons en France. Cette loi, au final, n'existe plus depuis quelques années. Bien sûr, maintenant, ça faisait partie des lois oubliées. Donc, dans les faits, bien sûr que même avant, je sais plus exactement quand c'était, mais vers 2010. Ils se sont rendus compte qu'il y avait encore cette loi, en fait. C'est ça, qui était remonté il y a quelques années. Là. Mais ça a été aboli ou... Oui, mais maintenant, ça y est. Quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont aboli. En fait, c'est dans le code... civil, dans le code pénal, enfin dans tous les codes existants, il y a une grosse partie des lois finalement qui n'existent plus parce que quand tu regardes de plus près, je sais plus où c'est, je crois que c'est aux États-Unis, il est interdit d'emmener un ours en peluche à l'opéra. Ah ouais. Ouais. Mais il y a plein de lois à la con vache. comme ça. Par contre, il y a une loi qui est toujours restée dans le code civil. Là, je pense que c'est plus pour le côté historique, mais il est interdit d'appeler un cochon Napoléon pour des raisons évidentes. Oh putain. Donc voilà, et du coup, donc là j'en reviens à mon historique, c'est que du coup, le jean fait son apparition, donc des femmes commencent à s'y intéresser, c'est toujours très mal vu à l'époque de porter un jean, enfin un pantalon et surtout un jean quand il y en a, parce que le jean c'est quoi ? C'est l'américanisation, ça moule le cul, t'as des C'est un truc pop, de mec en plus, voilà, enfin, voilà. c'est un truc de cow-boy, machin et tout, donc c'est l'anti-femme au possible, et voilà, donc à ce moment-là, toujours dans cette idée en fait que le vêtement et la coiffure sont l'expression du féminisme. Vient ensuite donc les années 70 où du coup là c'est l'explosion des mœurs, donc là que tu sois un mec ou une nana, le LSD, les partout, ça y allait et tout, c'était la bonne époque. Non, je déconne. Ouais, en fait ce que j'allais ajouter, mais ouais, vas-y, tu l'as fait toute seule. Donc voilà. Et en gros, du coup, là, vraiment, la femme explose littéralement parce qu'elle se prend, du coup, dans cette époque totalement folle, entre guillemets. Et du coup, là, elle porte les pantalons pas def, tout le monde s'en fout, plus personne lui dit. Donc, quelque part, tacitement,
En fait, c'est à ce moment-là que la femme commence à vraiment, entre guillemets, porter le Puis même, pantalon. en plus de ça, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que c'était l'époque aussi du tout le monde croyait que tout était possible. Quoi. Voilà, oui. C'est vrai que tout le monde était dans un engouement général. Voilà, tout est possible, tout le monde C'est est beau, copain, c'est bien, voilà. ouais. Ouais, c'était beaucoup porté là-dessus. Je pense que ça a joué grandement aussi sur l'essor du féminisme aussi Ouais. dans la culture moderne. Oui, parce qu'à ce moment-là, finalement, là, d'un coup, même si, en fait, dans la société des hippies, les femmes étaient très bien vues. Bon, dans la société de l'époque, les femmes étaient toujours mal vues, mais disons que commençait à y avoir un groupe qui contrecarrait un peu ça. Et puis ensuite, on arrive à ce que j'appelle, en tout cas, là, c'est vraiment mon avis personnel. Ce n'est pas un fait historique, je tiens à le préciser. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre avec grand plaisir. J'adore faire des débats avec des gens. Ouais. Elle nous avoue en off qu'elle adorait se foutre sur la gueule politiquement avec des gens. Chacun ses délires. Voilà. Voilà, j'aime pas me foutre sur la gueule avec les gens, mais en politique, par contre, j'adore. C'est mon petit élixir de vie, tu vois. Ok, juge pas, vas-y. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, ce que j'appelle le deuxième féminisme, donc à partir des années 80, donc les années SIDA, où là on se reprend la réalité dans la gueule. Ouais. Après tout ce qui s'est passé, donc du coup, ah oui, merde, en fait, on peut mourir de sexe et on fait pas attention à qui on couche, etc. Là, voilà, on commence à avoir tout ça qui prend. Là, en plus de ça, bon là, c'est l'autre minute chiante, c'est que les 30 glorieuses, là, c'est la fin. Là, on commence à sentir, là, le chômage qui n'existe pas. Ça commence à s'éloigner. Un petit peu, ouais. Toute la génération du baby-boom, elle grandit, machin, elle a 20 ans... C'est bon, ça reste un moment très très favorable pour l'économie, pour la société, hein, mais bon, c'est pas encore, enfin c'est plus aussi fun que ça a été. Voilà, c'est voilà, plus c'est aussi fun que ça a été. On se prend quand même un petit goût amer par derrière, et du coup à partir de ce moment-là, en fait, donc je vais encore faire un gros parallèle avec la mode et avec l'apparence en général, c'est qu'en fait à ce moment-là, c'est l'apparition des grands couturiers, donc je pense notamment à Jean-Paul Gaultier et à Karl Lagerfeld. Donc pourquoi je parle d'eux? Parce qu'en fait, eux, ils vont énormément changer l'image de la femme. Mm-hmm. Donc, en bien ou en mal? En mal. Moi, enfin, pour ma part, je dirais que c'est en mal. Mais après, bien sûr, chacun a son midi à idée. l'appart, ouais. C'est que, en gros, c'est surtout Karl Lagerfeld. Parce que si on enlève Coco Chanel, finalement, tous les grands créateurs ont vraiment vu leur apparition, effectivement, dans les années 80-90. On a eu aussi beaucoup Yves Saint Laurent à l'époque. Mais je vais surtout m'attarder sur Karl Lagerfeld parce que lui, il est plus qu'un simple créateur. C'est que lui, il a vraiment créé, entre guillemets, un nouveau style de femme. C'est que il y a la notion de top modèle qui commence à rentrer. Donc, qu'est-ce que c'est un top modèle? Un top modèle, c'est vraiment le mannequin, vraiment... l'idéal, genre la femme parfaite, et etc. T'auras des exemples un petit peu, genre ça peut être on est en mannequin des années 80, moi, que j'ai en tête 80-90, ça aurait pas Pamela Anderson par exemple, tu vois. Alors elle, c'était différent, justement, j'allais y venir après. C'est D'accord. que elle, justement, c'est un sex symbole, ce qui n'est pas du tout la même chose. Un top modèle ne peut pas être un sex symbole, justement. Ok, il y a une séparation, ok. Alors maintenant, on a tendance à mélanger les deux, mais à l'origine, non. D'accord. Justement. Parce qu'en gros, le top modèle, c'est la femme, entre guillemets, donc parfaite selon les critères de la mode, c'est-à-dire la femme qui peut tout porter. C'est un cintre. Sa fonction, c'est juste de pouvoir porter des fringues et du coup sublimer ses fringues. Mais des fringues importables par une femme, entre guillemets, normale, justement. Et c'est là que les tailles 34 et 32 font leur apparition. Parce que jusqu'à maintenant, les tailles allaient du 36, voire 38, vu que les femmes étaient plus rondes à l'époque, jusqu'au 42-44. À l'heure actuelle, 32 et 34 sont totalement rentrés dans notre ère. Ouais. Et à partir du 42, ça commence à être chaud, quoi. Même si le mannequin à grande taille apparaît maintenant et est un peu plus décomplexé, on en est encore loin. Enfin bon, on va pas commencer à parler de ça parce que sinon je vais faire un podcast de 4 heures moi tout seul et Pezzo et Luc vont me tuer. Et Pezzo me regarde avec un sourire en mode si tu fais ça, je te nique ta race. Non, mais heureusement que le montage a été inventé, tu vois. Voilà, aussi. Ouais, c'est cool, moi je bois mon café, j'écoute, je me cultive. Et donc j'en reviens au top modèle, donc voilà. Et du coup, en fait, cette notion de top modèle, ça va pas juste être une tendance, ça va devenir vraiment un modèle de beauté. Et c'est comme ça qu'on va découler sur le canon de beauté des années 2000. C'est vrai. Donc il y a eu 20 ans quand même qui se sont passés à peu près entre, mais le temps qu'elle s'installe, parce que finalement, si on regarde, années 90, la femme commence à être un peu plus mince. Mais bon, ça va encore, parce qu'on a eu un peu l'androgyne dans les années 80, mais c'est
assez vite passé, Ouais. donc on se dit on va revenir à une femme plus normale, et boum, en 2000, l'anorexie, bienvenue, bonjour, les troubles du comportement alimentaire. Et puis on suit après derrière. Ouais. Voilà, et du coup, en fait, à côté de ça, du coup, il y a eu un autre féministe qui s'est créé, c'est que justement, bah là, du coup, on en était où ? On en était dans une période où les femmes, voilà, elles se révoltaient par leurs fringues, elles emmerdaient le monde, et d'un coup, finalement, toutes ces femmes se retrouvent à être complètement soumises à un diktat qui leur dit ne bouffez plus, faites du 34, faites du 32. Ouais, comme si ils avaient été rattrapés en fait dans Voilà. la libération. Quoi. Voilà, elles se sont totalement fait niquer sur ce coup-là. Alors oui, ok, oui, elle pouvait porter des pantalons, oui, elle pouvait se coiffer comme elle veut, mais il fallait qu'elle soit mince. Et finalement, quelque part aujourd'hui, notre société, alors attention, je sais que je vais en énerver plus d'un et je vais expliquer mon pourquoi après, notre société, quelque part, est moins féministe que dans les années 20. Pourquoi ? Parce que bien sûr, sur le papier, bien sûr que les femmes ont eu des droits. La preuve, récemment, on a fêté, j'ai pas calculé, j'ai eu la flemme, mais en gros, le 18 février 1938, on célébrait La la meuf fin... bosse pas le sujet du tout, quoi, tu vois. Non. T'as même pas calculé, quoi. Non, ça, je m'y connais pas de ouf sur le féminisme, c'est vrai que moyen, quoi. Hein. Mais vas-y, continue. Ouais. Et là, récemment, on a fêté le fait que le 18 février 38 marque le dernier jour où les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université sans l'autorisation de leur mari. Certains diront la bonne époque, n'est-ce pas, Luc ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Et donc voilà, donc bien sûr dans la société, enfin la parité, même si elle est encore assez inexistante dans pas mal de postes, ou alors elle existe mais les femmes ont des jobs de merde comparé aux hommes qui sont toujours dans la direction. Certes, on a bien avancé, les femmes ont le droit de vote, etc. Mais là, je parle vraiment de la société en elle-même, parce que finalement, maintenant, on est dans une société qui est très paradoxale, parce que non seulement on nous dit ouais, soyez féministes, c'est cool, emmerdez les mecs. Et 2 secondes après... Mais pas trop, quoi. Voilà, et C'est 2 ça. secondes après, tu te retrouves avec une pub. Alors, avec vite, épilez-vous. Ou les pubs, comme je vais citer le podcast Badass, les pubs sur les règles aussi. Ouais. Genre Nana ou les conneries dans le genre qui sont faites par des mecs. Non, oui, non, mais ça encore, bon, malheureusement, enfin, les règles, c'est la nature, donc en soi, t'es obligé d'en faire. Mais oui, c'est Mais les complètement pubs, comment les pubs stupide. sont faites, c'est des mecs, c'est des 4 mecs qui ont fait, bon, les nanas, ils me cassent les couilles avec leur truc. Voilà, et puis surtout, il y a encore un énorme tabou sur les règles. Dans certains pays, alors, si je me trompe, que quelqu'un me corrige, mais si je me souviens bien, nous, à l'époque, enfin, dans des années beaucoup plus médiévales, les femmes étaient obligées de passer soit tout le temps de leurs règles enfermées dans leur chambre, soit dans un bain pour se purifier. Alors que c'est extrêmement mauvais de prendre un bain à long terme, justement, quand t'as tes règles. Et je crois qu'en Inde, c'est toujours le cas. Je ne suis pas totalement sûre, mais presque. Toujours dans le rétro, les Indes. Ah, mais toujours dans l'Inde, c'est le pays du viol, et pareil, je pourrais C'est rester... vintage. C'est horrible. Ouais, non, mais c'est vrai que certains pays n'ont pas la même avancée que nous sur la question. Quoi. Voilà. Et le truc, en fait, en plus de ça, c'est qu'il y a deux... Je voudrais citer 2 phrases qu'on entend souvent. La première qui dit « On vit dans une société où on te vend un burger dégueulasse bourré de calories avec une meuf en bikini. » Ce qui est vrai. Et de 2, l'autre, c'est que quand tu prends un magazine féminin, finalement, quand tu lis la première page, c'est « Mais non, sentez bien comme vous êtes. » La deuxième, c'est « 5 astuces pour maigrir. » Et la troisième, c'est une recette de gâteau au chocolat. C'est clairement ça. Ouais, tu pourrais aussi mettre le parallèle sur les mecs aussi en général, en disant le message soyez vous-même. En même temps, voilà, quand tu vois que maintenant t'as beaucoup de marketing sur la musculation, sur le fit, voilà, bon, soyez vous-même et quand même bougez-vous un peu le cul, quoi. Voilà, ouais. Toi, t'es sympa, mais sois pas gras, quoi, tu fais chier. Voilà, ouais. Donc voilà, et finalement, alors oui, d'accord, voilà, sur le principe, on a énormément évolué, et ça, c'est incontestable, personne ne peut le nier. Mais finalement, c'est vrai qu'on s'est complètement laissé bouffer par les diktats, parce que finalement, aujourd'hui, si je vous dis féministe, il y aura beaucoup de gens qui penseront aux clichés. Alors je m'excuse d'avance s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, toute reconnaissance est absolument fortuite. Quand on dit féministe, on pense souvent à une nana de forte corpulence, en général homosexuelle, en général qui n'aime pas les hommes, qui est tout le temps en train de manifester, qui a un langage, mais vraiment un jargon, mais vraiment dégueulasse, toujours à gueuler, etc. Qui passe son temps sur Twitter. Voilà, qui passe son temps... Non, sur les jeux vidéo, sur Twitter, à bouffer des chips, des Doritos en général. Des Doritos, ouais. Mais placement de produit. Putain, elle a ses petites références, tu les dis bien. Ouais, Hein. Doritos Gay, tout ça. Je t'ai dit, hein, je taffe là-dessus, je taffe. Mais donc voilà, et sincèrement, c'est complètement débile, parce que déjà, non,
toute femme féministe ne ressemble Ouais, pas mais à ce après tu sais, cliché. dans chaque communauté, t'as toujours t'as toujours le- les stigmatisations ou les gros cahiers des charges, entre guillemets, j'ai plus le mot en tête. Les gros clichés, pardon. Mais en même temps, t'as aussi les nuisibles. Enfin, les gens qui représentent mal, en fait, cette communauté-là, quoi. Bah, le problème, c'est que ce cliché-là est une mauvaise image du féminisme, parce que déjà, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le féministe, c'est quoi ? Finalement, c'est plus de dire oui, on vous emmerde. Moi, les meufs qui disent moi, par exemple, j'ai pas besoin de mec pour vivre, gna 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 gna. Enfin non, ça c'est pas du féminisme, ça c'est juste un choix personnel de vie. Ça n'a absolument rien à voir avec le féminisme. Oui, on peut être féministe et vivre avec un mec. Bien sûr. Ça existe, d'accord. Épanoui, quoi. Mais bien sûr, Oui, c'est comme tout, c'est comme je sais pas quoi tu parles. c'est comme le rapport au sexe. Enfin, sincèrement, je veux dire, par exemple, j'ai déjà lu, mais des trucs qui m'ont fait sauter par-dessus bord. C'est qu'il y a des nanas qui estiment... Alors, dans l'absolu, soit, mais bon, là, c'est une question de nature, c'est pas une question d'homme ou femme ou de société. C'est que... Bon, je vais pas vous faire un dessin. Dans des rapports sexuels hétéros, bon, bah voilà, t'as un mec, t'as une nana. Bon, bah quand le mec, en général, il éjacule, bah il peut plus faire grand-chose avec son objet, on va dire. Jeu, ouais. Le truc, c'est que il y a des féministes extrêmement extrêmes qui disent bah non, c'est pas parce que il a terminé que l'acte est terminé. Ça, d'accord, bien sûr, mais qui font en sorte que les mecs recommencent à leur faire l'amour. C'est débile parce que ce n'est pas possible. Genre, ils ne peuvent pas rebander. Enfin, pour la majorité, il y a quelques-uns qui sont des exceptions, mais dans l'absolu, ils ne peuvent pas. Non. Vas-y, balance ton blaze. Là, je dis rien. Non, no comment. Non. Donc voilà, non, et c'est comme celles qui disent oui, une femme doit être féministe jusqu'à dans son lit, c'est-à-dire soit dominer l'homme, soit entre guillemets établir une parité. Donc si tu me fais pas de cuni, je te fais pas de fellation. Enfin, non, le sexe, il faut que ce soit dissocié de ça. Il faut distinguer la femme du sexe, quoi. Sincèrement, faut arrêter les extrémités pareilles. Autre point, c'est que le féminisme, je le redis comme tout à l'heure, c'est une pensée, une philosophie qui consiste à ce que les femmes soient égales aux hommes dans les domaines privés, politiques, économiques, sociétal, sexuels, etc. C'est juste une question de considération. Le féminisme, c'est ça là-bas. C'est juste qu'on ait tous les mêmes droits, qu'on ait les mêmes salaires. Il faut arrêter, sincèrement, de dire que le féminisme... C'est un truc mal. C'est un truc mal et il faut arrêter aussi de faire du féminisme débile. C'est comme voir le féminisme partout, faut arrêter. C'est par exemple les nanas. Bien sûr, je suis absolument contre le fait, par exemple, moi qui travaille dans le journalisme, je pense notamment à la page Paye ton journal, bonjour à eux d'ailleurs, effectivement, qui publient très régulièrement des témoignages de femmes qui se font harceler dans les rédactions et tout. Bien sûr, moi, si un jour je me retrouvais dans un reportage et qu'un mec me disait ouais, ferme ta gueule la secrétaire, bien sûr, bon là je lui exploserais la gueule. Oui, je l'avais lu celle-ci, elle était horrible. Mais si un jour j'arrive en interview et qu'on me dit oh vous avez une jolie robe, je vais pas péter un câble. La personne a très bien le droit de trouver ma robe jolie sans que ce soit parce que je suis une femme. Voilà, c'est que moi par exemple, si je dis à quelqu'un, enfin un mec, ah bah j'aime bien ton pull, je suis pas masculiniste. Non mais c'est débile sincèrement. C'est que il faut... Enfin, c'est comme pour tout, c'est comme pour le racisme, l'homophobie, etc. C'est que il faut remettre les choses à leur place. Voilà, c'est juste une question d'égalité. Il faut arrêter de faire dans les clichés. Je veux dire, c'est pareil aussi. Comme, je pense notamment à Marion Seclin. Alors, le cas Marion Seclin. Ouais, le cas Marion Seclin qui avait déjà pris, je crois, une rouste. Enfin, une rouste, elle a eu plusieurs débats dessus sur son comportement et son... C'est qui C'est une présente... Enfin, elle bosse dans la télé, elle, c'est ça? Alors, non, à la base, elle fait partie de la troupe du Studio Bagel, etc. C'est on va dire, une humoriste un peu 2.0, une actrice, etc. Marion Seclin, c'est ça? Ouais, qui travaille pour Mademoiselle, donc le fameux média féministe sur lequel, d'ailleurs, j'ai quelques petits... Tu sens le... Bon, j'ai eu quelques problèmes. Non, c'est juste que j'aime énormément ce qu'ils font. Ouais, c'est pas dénué d'intérêt, hein, c'est pas le souci, mais c'est que, bon, par moment, il y a eu des petits... Des petits couacs, quoi. Des petits couacs, on va dire. Et en revenant à Marion Seclin, du coup. Ouais. Marion Seclin, disons, j'admire ce qu'elle fait. Je la salue énormément parce que c'est extrêmement bien ce qu'elle fait, ce qu'elle prône, etc. Au contraire, moi, j'encourage les femmes à faire de même.
Le seul truc, c'est que ce qui me fait un peu peur avec elle... C'est que c'est assez extrême, non? Non, c'est pas ça. Ah non, justement, je la trouve assez modérée. C'est pas... Elle est pas extrême, c'est pas le souci. Non, c'est intelligent ce qu'elle dit. Mais c'est plus que j'ai peur... Enfin, je trouve qu'avec le temps, ça devient un peu du marketing, finalement. Je me demande... une façon de communiquer. Enfin, de faire une communication sur sa propre image, quoi. Ouais. Voilà, alors en soi, c'est bien, parce que tu me diras, la communication, souvent, ça passait par le sexisme. Avant, je suis mignonne. Maintenant. Toujours. Parfois, quand on veut te communiquer un truc, on te fout une femme à poil, même si ça n'a rien à voir. Je pense notamment aux pubs de parfum. D'où tu fous une meuf à poil pour présenter un parfum. C'est débile. Ouais, il y en a qui trouveront que voilà, donc oui, ça tu me diras, oui, c'est une forme de communication. Alors bien sûr, vaut mieux que on te fasse de la communication en parlant de féminisme. Le message est toujours mieux. Mais c'est juste que plus que c'est putassier d'une certaine manière, peut-être. Ouais, non un petit peu avec le temps. Alors encore une fois, moi, ça me dérange pas du putassier dans ce sens-là. Au contraire, tant mieux si les gens... Du coup, c'est quoi qui te dérange chez elle? Parce qu'à chaque fois... ce qui me dérange... Alors en fait, elle a fait ça, bon, ça me dérange pas trop, mais elle a fait ça... Ouais, mais ça me dérange pas non plus, tu vois. Non. Globalement, ce qui me dérange chez elle, c'est que je trouve que elle finit par trop se résumer uniquement par ça. C'est que... Moi je. Ouais. Bah, elle a été clashée pour ça, justement. Voilà, ça j'ai un petit peu de mal parce que aussi c'est pareil, c'est que par exemple, elle va. Enfin, oui, non, finalement tout à l'heure je disais qu'elle était pas vraiment extrême. Si, elle est extrême sur un point, je trouve, un seul point. C'est justement les histoires de compliments. C'est que dans certaines de ses vidéos. Oui, le hashtag pas dans la rue. Oui, dans certaines de ses vidéos, elle dit oui, voilà, si un mec qui dit ça, c'est que voilà, non. C'est qu'on dirait qu'elle a la recette magique. Voilà, si un mec te dit t'as une belle jupe, bah, il va automatiquement te sauter. Non, c'est pas ça. C'est que, bien sûr, en général, souvent, dans la majorité des cas, après encore une fois, ça dépend du contexte. Si c'est dans un contexte public, bon bah le mec il peut juste avoir envie de te dire que t'as une jolie jupe. C'est sûr que si t'es en soirée ou que c'est un mec avec qui c'est un peu tendu, on va dire, il dit allez jolie ta jupe, bon bah là on peut se douter qu'il y a un intérêt derrière. Mais voilà, mais c'est deux adultes consentants. Voilà, on n'est pas là à se poser des questions sur le féminisme. Enfin, la meuf, elle va pas faire non, excuse-moi, ça va pas être possible entre nous, t'es un peu patriarcal comme mec. T'imagines la meilleure intro de beurre. C'est clair. Ok. Donc... Christelle en soirée? Non. Non, écoute, ça va pouvoir être possible. Oh non, pas encore. Non, mais Luc, moi j'ai essayé, ça a pas marché. Il est trop patriarcal. J'aime bien ton jean. Non, mais attends, s'il te plaît, quoi. Non, mais waouh, tu m'as prise pour qui, là, en fait? Non, mais j'avais vu justement sa vidéo, là, par rapport aux compliments dans la rue, tout ça. C'est vrai qu'en fait, ça pourrait être un sujet de discussion, c'est vrai, mais en fait, le problème, c'est qu'elle le ramène trop à sa gueule, en fait. C'est ça qui me dérangeait le plus. Parce que c'est pas non plus, enfin moi je trouve que c'est pas non plus un exemple vraiment pertinent de ces nanas, parce que voilà, comme tu disais, c'est plus une communication, je trouve. Moi c'était plus une communication un peu putassière par rapport à son image en fait. Totalement. Bah oui, elle profite de sa notoriété. Après, ce qui peut être une bonne chose à la base, encore une fois. Mais c'est vrai que on dirait que ce qu'elle dit, c'est la vérité pure. Absolument, ouais, elle est certaine. Voilà. Alors que non, je veux dire, mais c'est sans nuance, quoi. C'est sans nuance, c'est brut de décoffrage, donc forcément. Voilà, tout est différent. Je veux dire, le féminisme, c'est un sujet tellement sensible, puis il existe tellement de courants. Enfin, je veux dire, il y en a certains qui font comme la politique, qui parlent de féminisme libéral et de féminisme socialiste. Enfin, waouh! D'où le féminisme, c'est socialiste. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi le féminisme FN? Sincèrement, ça m'intéresse. Si des gens savent, ça m'intéresse, sincèrement. C'est complètement débile. C'est un concept à prendre. Je pense, à inventer. Mais justement, je voulais revenir peut-être le féminisme dans les médias, on pourrait peut-être commencer à aller là-dedans, mais par exemple, tu vois, toi t'es en ce moment en train de bosser dans le sujet, toi. Ouais, c'est mon sujet de mémoire. La place des femmes journalistes dans les médias. Et justement... Moi, j'ai une petite fun fact là-dessus. Vas-y, Maxime, à toi. Je voulais la garder pour le petit point 5, comme tu dis, mais... Non, mais là, de toute façon, tu peux balancer comme tu veux, c'est plus un sujet de discussion. Faut savoir que Björk, elle a eu aussi un problème avec ça, en fait. Elle a dénoncé ça. Ça t'intéressera peut-être, si tu veux citer dans ton mémoire. Faut savoir que Björk, en fait, juste pour faire la petite présentation, bon, c'est une sorte de Kate Bush 2.0.
C'est une fille qui a extrêmement de talent, qui a une très grosse personnalité, on va dire, artistique. Et qui est aussi musicienne et actrice, hein. Elle joue dans pas mal de films aussi. Hein. Mais elle est pas que musicienne, elle est auteure, compositrice, interprète. Une vraie artiste. Voilà, ouais, c'est de A à Z jusque dans ses vêtements. Et en fait, exact. Non, c'est vrai. Ouais, c'est elle qui coud ses robes et tout ça. Et donc elle a vendu plus de 20 millions d'albums, etc. C'est énorme. Et en fait, elle a pas mal pendant un petit moment dénoncé les journalistes qui associent en fait sa réussite artistique aux personnes qui l'entouraient sur l'album, c'est-à-dire que ce soit les ingé-sons, les producteurs, etc. Et pas sur son talent en elle-même, sachant que c'est assez pertinent ce qu'elle dit, parce que même si au début elle a été vachement accompagnée, notamment sur ses 2-3 premiers albums, enfin tu vois, par exemple le deuxième elle est accompagnée par Tricky et tout ça, donc c'était des mecs qui faisaient dans le game. Tac, ça non. Exactement, ouais. Et après carrière solo. Mais tu vois, par exemple sur ses derniers albums, c'est elle qui fait tout jusqu'à la production post-prod. En fait, c'est elle qui s'en occupe aussi. À part le mastering, mais personne s'occupe du mastering quand t'es artiste. Enfin, moi, j'en connais pas spécialement. Et du coup, en fait, ça la saoulait. Elle a vraiment eu un gros coup de gueule énorme. D'ailleurs, si tu tapes Björk féministe, parce que c'est ça que j'ai tapé pour trouver la fun fact. Banco. Et ben en fait tu tombes sur plein d'articles avec son coup de gueule qui disait merde, faites chier quoi, parce que moi je me fais chier à faire des super trucs super chiadés ou que enfin qui me ressemblent vraiment, surtout pas. Et quand même ses disques sont vachement personnels. C'est des trucs qui va lui tenir vraiment à cœur, tu vois. Elle va trouver, par exemple sur un de ses albums, elle fait un truc avec elle a trouvé une chorale inuit qu'elle a fait chanter qui a fait les chœurs sur de tout un album, et tout un album était basé là-dessus. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la recherche, etc. Et de se dire ah ouais c'est cool parce que en fait derrière t'as un bon prod, ça la faisait vraiment chier quoi. Donc du coup elle a très bien fait de gueuler. Et du coup c'est pour rebondir là-dessus. Björk, voilà, elle a eu le même coup de gueule que toi et voilà quoi. Enfin que c'est toi. ça, mais tu vois il y a ton mémoire que t'es en train de parler en fait. C'est vrai que maintenant il y a on pourrait résumer en 10-15 ans, il y a beaucoup maintenant d'artistes féminins qui revendiquent une touche féministe aussi, d'une certaine manière de. Ouais. Bah il y a eu Madonna. Il y a Beyoncé, il y a Lady Gaga, il y a Madonna, il y a Miley Cyrus, Emma Watson. Bah, dans tout le lot, sincèrement, la seule qui est crédible, je trouve, c'est Emma Watson. Parce que Emma Watson, elle s'investit énormément. Enfin, je veux dire, il y a des preuves. Elle fait pas des choses contradictoires. Je m'expliquerai sur les autres. Bah, tu peux parler. Ouais, si tu fais de la comparo par rapport à Emma Watson et que tu me disais Miley Cyrus. Bah non, parce que Miley Cyrus, c'est la deuxième que je trouve la plus crédible. Ok. Ah ouais. Là, tu me. Oui. Ouais. D'accord. Tu m'intrigues. Vas-y, balance. Donc voilà, parce que Emma Watson, elle, c'est... Non, je suis pas d'accord. Laisse ses arguments. C'est qu'Emma Watson, voilà, elle est à l'ONU, enfin, elle fait vraiment des choses, elle se balade en Inde, elle se balade vraiment dans le monde, enfin, elle a vraiment un regard sur le féminisme mondial. Par exemple, moi, je vais avoir un regard sur le féminisme français, parce que je le connais très bien, mais à aucun moment, je me permettrai de parler au nom des Allemands, des Hongrois, etc., là-dessus. Elle, non, elle s'est vraiment baladée partout, elle se cultive énormément, c'est une nana brillante. Donc ouais, elle... Jolie. Oui. Voilà, c'est pas parce qu'on est sur un ça, truc féministe qu'on voilà, peut pas dire qu'elle est belle. Non, mais ça va, c'est bon. Est-ce que si ça avait été un mec, t'aurais dit ah il est trop beau? Bah non, parce que c'est pas spécialement mon attirance, enfin ouais. mon côté, tu vois. Mais après, tu vas te faire niquer. Non, mais je sais pas, mais tu vois, t'as des... Non, mais je me fous de toi, t'as très bien le droit de la trouver jolie, de le mentionner sans qu'on s'en Voilà, c'est ça, mais bon, voilà, c'est... Là, le soulagement de Pezzo, genre, écoute, putain. bah, moi, je vais fermer ma gueule, vas-y. Mais non, mais je déconne. Luc, je peux avoir un autre café, ça va être long, là. Non, mais je me fous de toi, bien sûr que t'as le droit de la trouver jolie. Et ce qui est vrai, c'est une très belle fille. Alors, tu vois? Ouais, je suis un peu patriarcal comme meuf. Je dis que je dirais, franchement, t'es presque féministe sociale. Franchement. Au moins, franchement, au moins. Non. Et bah, ouais, la deuxième, pour moi, c'est Miley Cyrus. Et pour moi, la moins crédible de toutes, c'est Beyoncé, contrairement à beaucoup. Et là, je me ferais frapper par Alexis. Alexis serait là, parlons. Et là, il brûlerait les chaises. Et Alexis, je suis désolée. Si c'est ça, je retourne jouer Overwatch. Non, c'est parce que Miley Cyrus,
Alors, pourquoi, à mes yeux, c'est une très très grande icône féministe? Oui, messieurs, je sais que vous êtes tous les deux en train de... Icône, je pense pas. Je pense qu'il y a des meilleures icônes des personnes qui font des trucs perso. Hein. Ouais. Mieux, tu diras après. Je parle vraiment... Laisse placer Christelle. Je parle vraiment pour icône féministe, non. Qu'elle soit féministe et qu'elle fasse des actions pour ça, d'accord? Là, dire que c'est une icône, je pense c'est un peu à modérer les propos. C'est avis personnel. Ok. Luc? Je me prononce pas. Mais non, ce que je voulais dire en fait, par Miley Cyrus, moi, c'est son image un petit peu de... Parce que c'est... Après, il faut savoir, hein, c'est une ancienne de chez Disney qui était très prude, très... C'était la pré-Calorène. Ouais. Ça a changé, hein. Ça a changé, mais le fait qu'en fait, même si en fait, je pense que c'est surtout là où elle est emmerdée, c'est parce que c'est ses producteurs qui ont profité en fait, qu'elle soit dans l'âge en fait de la libération sexuelle et qu'elle soit plus chez Disney, qui en ont profité pour vraiment, mais booster le côté femme libérée, femme vas-y je m'en fous, je fais des twerks sur scène, je sexualise à fond mon truc, et je trouvais que c'est vraiment raté parce que c'était tellement abusé que finalement tu pouvais glisser aucun message féministe dessus, c'est vraiment une pure connerie en fait, je trouve. Ouais, mais je parle pas de ses productions en elles-mêmes, je parle vraiment de la personne. Ah, mais je te parle de la personne aussi, hein. Moi, Okay. c'est pas un exemple, tu vois, pour moi, c'est, non, c'est vraiment un truc nuisible, quoi. Bah, tu vois, si par exemple, on reprenait les exemples dont je parlais tout à l'heure, la garçonne, elle est Charleston, Emma Watson, ce serait la garçonne, et Miley Cyrus, la Charleston. Pourquoi? Parce que finalement, Miley Cyrus, le comble, j'ai lu énormément de choses qu'elle a écrites, que ce soit pour des médias, sur ses comptes personnels, etc. C'est que, finalement, c'est une nana, alors oui, je peux comprendre que... Enfin, même moi-même, hein, moi, il y a des moments, je trouvais que c'était ridicule ce qu'elle a pu faire, voire abuser, etc. Hashtag le clip avec la boule de démolition. Ah, c'est Wrecking Ball, ouais. Le titre. Mais c'est qu'au moment Miley Cyrus, à la base, je pensais comme toi, Luc, je pensais qu'effectivement, c'était simplement un coup marketing. Me suis-je trompé? C'est ça, donc, tu veux me dire, ouais. C'est qu'à la base, je pensais aussi que c'était un... Non, mais encore une fois, c'est que mon avis, comme pour la majorité de ce que j'ai dit, hormis les faits historiques, mais c'est que, voilà, je pensais à la base, effectivement, c'était juste du marketing, que ça allait passer, qu'elle redeviendrait, entre guillemets, plus classique 6 mois après, etc. C'est pas le cas. Parce que, finalement, en analysant d'un peu plus près la situation, finalement, j'ai compris que, finalement, non. Oui, ok, on l'avait propulsée dans cette voie-là, mais que finalement, elle s'était totalement trouvée dans cette voie-là. Et qu'en fait, elle emmerde le monde. Juste, point barre. Et que finalement, elle est plus du tout bouffée par, justement, tous ces clichés, tous ces dictats, toutes ces conditions que Disney lui imposait. Et que finalement, oui, on l'a propulsée pour se libérer, pour en devenir vraiment vulgaire à un moment, mais que finalement, aujourd'hui, elle a toujours ce style un peu décalé, mais elle s'est plus modérée dans ses attitudes. Et finalement, elle explique régulièrement que, finalement, elle a compris que c'était ça, oui. Que finalement, oui, elle emmerdait le monde, peu importe comment elle s'habillait, comment elle se comportait. Voilà. Donc, à mes yeux, c'est pour ça que c'est une icône féministe. C'est que finalement, c'est l'histoire d'une nana qui n'était pas du tout destinée à être comme ça, qui était justement plutôt destinée à être en mode... Oui, ou continuer sa carrière, en fait, dans des films romantiques, des trucs dans le genre. Voilà, et que finalement, oui, en fait, ça a été de bonnes coïncidences. C'est que oui, on l'a propulsée pour devenir une nana très... machin et tout, mais que finalement, ça a été la bonne voie pour elle, et qu'aujourd'hui, elle a gardé son look un peu chelou, mais que dans sa pensée, elle a mûri. Vraiment. Alors, moi, je vais revenir sur le truc d'icône. Ouais. Parce que moi, du coup, par exemple, pour rester dans la musique, pour moi, une des plus grandes icônes féministes de la musique, elle a techniquement pas fait grand-chose pour le féminisme. Elle a plus fait, en fait, c'est plus au niveau de ses actions qu'elle a fait. Ouais, voilà. C'est-à-dire, elle a pas juste... je parle pas Miley Cyrus, c'est beaucoup de la communication. Là, je te parle juste de vraiment la personne, ce qu'elle a fait vraiment, travailler vraiment sur l'inverse en fait, parce que c'est vrai que Miley Cyrus peut-être pousse le féminisme à travers son image, mais pas ses œuvres. Voilà. Et toi, tu serais plus sur l'inverse. Pour moi, une vraie icône stable, c'est quelqu'un qui a vraiment fait avancer les choses. Et par exemple, tu vois, je vais présenter un petit peu le truc que j'ai. Pareil que j'avais prévu pour la fin, mais vu qu'on. Ouais, non, mais c'est une discussion, mec. Vu que la trame c'est Osef, je vais la dire tout de suite. Il y a plus de trame là. Donc en fait, pour moi, par exemple, c'est Kate Bush. Kate Bush, pardon. Je dis Kate Bush, donc maintenant je vais dire Kate Bush, voilà. Tout le monde se fout de ma gueule, mais c'est Kate Bush. Donc faut savoir que Kate Bush, elle a fait énormément de choses dans la musique. Déjà, c'est une des artistes les plus influentes de l'histoire.
de la musique pop, hein. On reste bien sûr de Feist à Massive Attack, en passant par Björk, Bloc Party, The Cure, Patti Smith, et j'en passe et des meilleurs. Tout le monde se revendique un petit peu de descendant spirituel de cette dame. femme, ouais. Faut savoir qu'à 19 ans, elle a été la première et la seule de l'histoire, encore aujourd'hui, femme, auteure, compositrice et interprète à atteindre le sommet du classement au Royaume-Uni avec un 45 tours. Voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui est assez C'est un exploit par rapport Ouais. à son statut, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça s'arrête pas là. Faut savoir qu'elle est restée premier 4 semaines. Après, 2 ans plus tard, elle est également la première chanteuse au sommet des charts britanniques avec son album Never Forever, qui est génial, avec Babouchka là, celui que j'avais fait une critique. Pareil, sur un album, c'est une première, et elle est aussi la première à atteindre la première place dès l'entrée dans le classement en fait. Ok. Sur d'autres choses aussi qu'elle a été, qu'elle a fait beaucoup de choses. C'est que par exemple, elle a été en 2004, c'est la première femme de l'histoire du Royaume-Uni à avoir eu 8 albums en même temps dans le top 40. Oh la vache. Et c'est le 3e record. Après Elvis et 12 albums en 77 et Beatles en 2009 avec 11 albums. Ok. Et en fait, du coup, pour moi, ça, le fait de ces actions-là, alors après, on parle vraiment sur la musique, c'est des choses que je trouve beaucoup plus marquantes que Oui. juste un style Bah, vestimentaire. Bien sûr, parce que là, ou elle a quelque marqué chose comme ça. l'histoire. Et pour moi, ça par exemple, restera. Tu vois, pour moi, ça reste encore quelque chose qui est... pour moi, ça, c'est vraiment une icône, parce que du coup, ça représente vraiment... Enfin, ça a été vraiment la première femme à exploser tous les records, tu vois, genre encore récemment, pour dire à quel point elle a eu une influence. C'est qu'elle a vendu 80 000 billets en 15 minutes en 2004 Oh, vache. pour une série de concerts. Et aussi, j'ai tapé du coup Kate Bush féministe. Putain, Et je suis tombé Google, sur- Google nous aide beaucoup quand même. Je suis tombé sur une interview en fait de Kate Bush sur le féministe en fait justement. Et il faut savoir que elle n'est pas spécialement pro-féministe. Donc en fait, la personne lui a demandé si vous étiez féministe. Elle a répondu alors je cite ces mots. Hein. Dieu que je déteste ce mot. Je pense qu'il est vraiment regrettable que ce mot ait été associé à des extrémistes. Ok. Et Ouais. En fait, elle est plus dans l'optique je suis une femme artiste, j'assume ce que je suis, mais je Ouais, je voilà, crois pas, c'est je me mets dans aucun mouvement. Voilà, ouais. Exactement. Mais Voilà. par contre, pour moi, tu vois, ça c'est Non, quelque mais chose, ça- c'est une icône pour moi que je trouve personnellement, c'est personnel, hein, plus stable Non, que mais Maria ça- Cyrus, ça- qui est juste, en fait, Maria Cyrus, même C'est si une mode, on est c'est d'accord. plus une mode en fait. Ouais, voilà, Ouais. c'est Ah un non, peu mais un ça, coup je de suis com', tu vois. totalement d'accord avec toi. Je suis C'est totalement. pour ça que icône, moi, j'étais pas spécialement d'accord. On va dire une figure actuelle, je suis assez d'accord sur Miley Cyrus. Oui, même par si- icône, je voulais dire plutôt figure. Ouais. Effectivement. Mais pour moi, icône, il y a, ou autrement, pour moi, une autre grande icône, pour faire très très rapide, c'est Aretha Franklin, qui a le Oui. record de vente d'albums avec 75 millions, tu vois. Ça, pour moi, c'est de l'icône mais du ça- féminisme, c'est genre la puissance, entre guillemets, de la femme dans la musique, tu vois, quelque chose, voilà. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais alors, en fait, c'est nous deux qui avons un souci de vocabulaire. C'est que moi, effectivement, le mot figure était mieux approprié. Mais toi, c'est pas forcément des icônes féministes, mais des icônes qui mettent en avant la femme. Parce que finalement, elles ne font pas des œuvres féministes. Elles font des œuvres et ce sont des femmes. Donc c'est plus ça. Parce que Miley Cyrus, effectivement, c'est plutôt une figure, effectivement, actuelle, féministe, parce qu'elle bosse beaucoup sur ce « je suis une femme, donc je vous emmerde », alors que les autres, c'est « je suis une femme et une artiste et j'ai tout explosé Et je vous emmerde. et je vous emmerde ». Donc voilà. Non, mais sur le fond, je suis totalement d'accord avec toi, effectivement. Bien sûr, c'est beaucoup plus marquant et dans l'histoire, dans 50 ans, on se souvient beaucoup plus des deux que de Miley Cyrus, c'est sûr. Je veux faire juste un aparté sur Beyoncé. Encore Ah, une pardon, fois, je t'ai coupé, désolé. non, t'inquiète. Ah non, mais c'est bien, on laisse tomber. Voilà. Non, c'était hyper intéressant. Franchement, tu m'as appris des trucs que je savais pas. C'est que, désolé encore Alexis, si tu nous écoutes, Tu nous manques, bébé. T'inquiète, moi, je suis avec toi. dans tous les cas, Je te soutiens. c'est que en soi, en fait, c'est plus dommage. C'est que finalement, Beyoncé, j'adore tout ce qu'elle fait, mais vraiment, j'aime énormément ses activités pour les femmes, pour son ethnie, pour les enfants, pour la paix, enfin pour toutes les belles choses. Le truc qui casse tout, c'est sa marque
Ivy Park, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il a été prouvé récemment que dans ses ateliers, on exploitait des enfants et des femmes. Ok. Ah oui, là c'est un peu couillon quand même. Donc là, ça l'a très mal mise. Donc ça, c'est vrai que quelqu'un qui chante Who Runs the World, Girls, et qui après tu découvres qu'elle exploite des femmes et des enfants. La vie a un sens de l'humour quand même. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. Et l'autre truc, c'est justement toujours sa marque Ivy Park. Alors, Beyoncé, voilà, ça tout le monde est d'accord, c'est que elle est très belle, mais elle fait pas un 36. Ce qui est une très bonne chose, attention. Moi, au contraire, j'approuve. Miley Cyrus non plus, hein. Oui. Non, mais attends. Tu vas voir où je vais en venir. C'est que elle fait, à mes yeux, un bon 42, Beyoncé. Alors, expliquez-moi pourquoi elle qui disait que sa marque Ivy Park s'adressait à toutes les femmes de toute corpulence s'arrête à un 42 qui est tellement petit que les nanas qui font du 42 ne rentrent pas dedans. T'as essayé d'en acheter ? Pour ma part, non, mais C'est le mec qui voulait dire. T'as eu la rage en fait, c'est ça? Ah non, parce que. Non, justement, moi, j'en aurais peut-être acheté au final, mais enfin, j'étais pas en mode. Ah! Il y en a en France ou pas de ces marques? Oui, on peut l'acheter partout. Mais c'est qu'il y a eu énormément de blogueuses, donc de toute taille, hein, des blogueuses très rondes faisant du 46, 48 et des blogueuses qui faisaient du 40, 42. Mais effectivement, Beyoncé, donc, qui elle-même a des formes, qui revendique ses formes, fait une marque finalement qui s'inscrit totalement dans les dictats actuels. Parce que finalement, Ivy Park, c'est du 34 au 42, mais du 42 plus 40. Ouais. Or, le seul souci, c'est que du coup, où sont les formes là-dedans? Où sont toutes les femmes, justement, là-dedans? Parce qu'en théorie, normalement, si elle avait voulu vraiment... Le plus gros reproche, c'est que ça s'enferme dans une caste, en fait, plutôt que toutes les femmes, quoi. C'est voilà. C'est un certain type de elle femme, suit quoi. totalement le modèle contre lequel elle est censée lutter. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que, dans le fond, je pense que Beyoncé... Enfin, après, je la connais pas personnellement, mais c'est que... Je veux dire, elle défend des choses, elle défend des causes extrêmement nobles, et je pense, là c'est mon avis personnel, je pense sincèrement qu'elle les défend réellement, mais que Il y a rien qui suit, quoi. Voilà, sur des activités marketing, non. Alors, écoute, Beyoncé, sincèrement, arrête tes conneries, vraiment. Ivy Park, stop, c'est foireux. Et là, demain, on aura les excuses de Beyoncé en direct. Suite à l'écoute de RDLT, je tiens à m'excuser personnellement. I am very sorry. Au moins, ouais, elle va faire venir Obama et tout, qui va revenir, du coup, pour la soutenir. Non, mais donc, voilà. Donc, sincèrement, je trouve ça extrêmement dommage, parce que, ces 2 scandales, ça lui a fait perdre un peu de crédibilité. Et c'est dommage, parce qu'à côté de ça, elle fait des choses géniales. Par exemple, elle a envoyé chier Trump d'une manière, pas très longtemps, c'était très très bien. Mais voilà, dès que c'est marketing, alors bien sûr, j'imagine qu'elle n'est pas la seule à gérer tout ça, qu'elle n'est pas la seule décisionnaire, certes. Mais quand t'es Beyoncé, je pense que t'as un minimum d'influence. Donc si tu dis non... ouais, tu dois faire quand même attention. Voilà, tu dis non. Et c'est dommage. Donc voilà. Okay. C'était le point Beyoncé. C'était le point Beyoncé, ouais. Donc pour les artistes, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'on voulait parler peut-être de... Pezzo, je sais que tu voulais parler d'un film ou de plusieurs œuvres. Ouais. Qui pour toi sont féministes aussi d'une certaine manière et qui ont influencé un peu le... Ouais, j'en avais... qui influencent pas, mais qui représentent un peu l'époque actuelle, enfin l'époque auquel ils sont sortis en fait. Ouais, j'en ai 2-3. Alors le premier c'est Lolita de Nabokov, puis de Kubrick. De Kubrick, ouais. Si on prend en compte le truc de Truffaut qui dit que le réalisateur est le réel auteur, blablabla. Truc chiant et intellectuel. Donc le livre qui est sorti en 55 en VO et 59 en VF et le film en 62. L'histoire c'est quoi? En gros c'est une petite Polanski. C'est-à-dire que le mec a chié, il s'est trompé sur l'âge. Donc historiquement c'est un roman ultra conversé. Par contre c'est aujourd'hui un des très grands chefs-d'œuvre de la littérature actuelle. Ouais. Moi personnellement en fait j'ai trouvé 2 lectures sur la place des femmes en fait dans cet écrit en fait, et c'est deux lectures qui sont totalement opposées, et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça. La première c'est l'œuvre qui place les femmes dans la position en fait du dominant, et
parce que sont elles qui jouent, enfin qui tirent les épingles en fait. oui voilà c'est ça. C'est-à-dire que Toujours. c'est-à-dire que voilà, c'est sexuellement et même en abusant entre guillemets de ses charmes, elle tire notre pauvre héros Humbert par les narines. Ça c'est une version qui est plus mise en avant dans le film que dans le livre. Parce que le film reste un peu sur le politiquement correct. À noter quand même que le livre exploite un petit peu cette lecture. Parce que je sais pas si t'as lu le livre. Non. Mais le livre en fait, bon, dans le film en fait, il y a quelque chose qui est assez mal retranscrit, c'est la sensation un peu bizarre de compassion que tu peux éprouver envers Humbert. C'est-à-dire que dans le film, tu dis ouais, le mec, bon, il a sauté une meuf qui a 14 ans, tu vois, ou 12, je sais plus. Et c'est pas Même Total je- Polanski c'est 13 ans. Hein. Ah, mais je crois qu'en plus dans le film elle est plus vieille que dans le roman. Oui, mais ça c'est des Non, mais questions ça, c'est pratiques. C'est des soucis de pratique, effectivement, parce que... Ou c'est peut-être le vœu du réalisateur aussi, c'est possible. Non, parce qu'il y a des lois extrêmement sévères, même à l'époque, c'était très chaud de faire jouer une mineure aussi jeune, quoi. Et du coup, dans le livre, faut savoir qu'en fait, t'éprouves, quand tu le lis, au fur et à mesure du récit, t'éprouves limite de la compassion et t'as envie de dire ouais, t'inquiète pas mon vieux, je te comprends, c'est vrai que voilà, elle abuse de toi. Toutes des salopes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le livre quand même explore un petit peu cette vision de femme en position de domination, mais moins que le film, on va dire. Faut que la vision aussi, cette vision-là, elle est aussi un peu exprimée dans les deux disques de Gainsbourg, L'homme à la tête de chou et... Oui. Et Nelson, non voilà, exactement. L'homme à la tête de chou qui illustre en fait parfaitement la femme libérée sexuellement, avec la scène, enfin notamment la scène, la variation sur Marilou et son doigtage, etc. C'est des choses qui... Et la deuxième, qui est totalement à l'opposé, c'est Lolita qui subit malgré elle en fait sa sexualité. Enceinte et mariée à 16 ans, elle est, enfin, un de ses compagnons dans le livre la force à tourner dans un porno, donc elle est obligée de le fuir. Enfin voilà, c'est... La belle époque. À noter aussi un petit peu le double tranchant, parce qu'il y a un moment donné, dans le livre, t'as Dolores qui demande de l'argent à Humbert pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Ça, c'est pas dit dans le film. Mais du coup, prostituée, 3 petits points, je ne sais pas. À voir. Ça dépend de l'interprétation. Mais du coup, voilà, c'est là pour le coup en fait, c'est ce qui est rigolo justement, comme j'expliquais, c'est que dans le livre, d'un côté, t'as deux visages de Lolita. T'as Lolita qui est en mode voilà, fille sûre, sexuellement libérée, etc. Et t'as l'autre qui est en fait un petit peu le double tranchant et la surface immergée de l'iceberg, quoi, en fait. Ce qui est aussi en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans L'homme à la tête de chou, en fait, il explore aussi il explore les deux trucs, parce que du coup, à la fin de L'homme à la tête de chou, il la tue en fait. Oui. Parce qu'elle s'était entre guillemets libérée trop sexuellement, etc. Après, ça dépend un petit peu comment on écoute l'album et les paroles et qu'on lit entre les lignes. Moi perso, je préfère la première, elle est plus cool. Voilà. Sinon, il y avait une autre œuvre que j'aimerais citer, c'est la chanson Femme Fatale de Velvet Underground. Oui, tu nous avais parlé aussi qui est une de mes chansons préférées, d'un de mes groupes préférés, qui a fait l'un de mes albums préférés. Unanimement reconnu. Ouais. Il fait partie d'ailleurs des albums influents. C'est une petite balade douce. Enfin, je vous ai fait écouter. C'est vraiment tout doux. C'est une petite chanson de pop qui contraste extrêmement avec le propos, parce qu'en fait, du coup, ça traite de la domination de la femme dans certains rapports sadomasochisme pornographique. Oui. Et du coup, en fait, 50 Shades en mieux et avant l'heure. On va pas parler de cette merde. Ouais. Le fait qu'on la glisse. Et donc vite fait, en fait, les paroles, c'est un petit peu, il y a un avertissement d'une personne qui dit à un garçon, voilà, de faire gaffe parce que la meuf, voilà, elle a des délires un peu chelous et tu vas rapidement devenir son esclave. Et il y a 2-3 phrases qui sont assez pertinentes. Alors je vous la lis pas en anglais parce que voilà, mais en fait, traduction, ça fait, c'est dans le deuxième couplet, le début, tu es écrit dans son livre, tu es le numéro 37, regarde, avant même que tu commences, tu es déjà battu. Voilà, ça met l'ambiance.
Exactement. Fun fact, la chanson, apparemment, à ce que j'ai vu en faisant mes recherches, donnait son nom à une catégorie de films pornographiques, sadomasochisme, où la femme, en fait, réduit en esclavage l'homme. Donc voilà, c'est rigolo. Et un autre, ça c'est plus voilà, Death Proof de Tarantino. Oui, le film Boulevard de la mort, ouais. qui est vraiment très influencé sur le girl power et l'émancipation de la femme. Ouais. Exactement, film girl power jusque dans l'OST, avec Chica Beat et tout ça. Et la scène du lap dance qui est quand même vachement bien fait parce que foutre un lap dance aussi sexy dans un film aussi girl power, c'est quand même chapeau bas quoi. Ouais, c'est une des meilleures scène du film et puis la musique. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs lap dance du cinéma parmi quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais moi je dirais même que c'est la meilleure. Et super bien filmé, tu sais, genre la caméra genre au ras du sol, tout machin, c'est très classe. Quand j'ai regardé justement cet extrait pour RVLT, ça m'a donné envie de revoir le film. J'étais putain, c'est vrai qu'elle est cool. Et on parlait, tiens, ça fait penser de commencer un petit peu sur les films, mais c'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de séries et de films qui mettent en avant les femmes, enfin, comme si Hollywood fait un petit peu, ou même l'industrie de l'image, Oui, c'est pour mettre fait le un quota peu, femme. Quoi. voilà, non mais quand même fait un petit peu son mea culpa par rapport à tous les stigmatisations et les gros clichés de merde qu'ils ont fait subir aux femmes. Dans l'histoire du cinéma. Il y a Kick-Ass qui est un très bon exemple. Ouais, Kick-Ass aussi. Ouais, bah Kick-Ass, oui, c'est parce que c'est la Hit Girl. Ouais, c'est la gamine qui est jouée par Chloé Moretz, je crois. Qui tue tout le monde à la fin. Voilà, bah c'est elle qui gère le game en fait. Hein. C'est pas Comment il a spoilé au passage? Qui n'a pas vu Kick-Ass quoi. Mais oui, non, il y a ça, mais tu sais, il y a même il y a une sorte de mea culpa même dans l'industrie hollywoodienne, carrément dans les pontons. Hein. Tu vois, par exemple pour Star Wars, Rogue One, ils mettent la fille en avant, c'est l'héroïne principale. Même si c'est foiré d'une certaine manière, parce que ils ont un peu raté le truc. Voilà, il y a quand même une mea culpa de. On va pas revenir sur le sujet, voilà. C'est les fameux moments de Tarkin, hein, voilà, on va pas revenir dessus. Mais voilà, il y a quand même une sorte de mea culpa, même pour les séries, je parle de Orange is the New Black, qui met beaucoup en avant un groupe de filles dans Tôle. Voilà, il y a quand même une envie de bon bah écoutez les gars, on vous a compris, on va commencer à faire un peu les efforts. Et je trouve ça plutôt un peu de l'espoir, parce que bon là pour l'instant ça se fait un peu de façon entre guillemets trop abusée pour que ce soit vraiment véritablement ce qu'ils pensent. Mais je pense qu'au fur et à mesure ce sera beaucoup mieux traité et on pourra avoir des œuvres entre guillemets féministes mais qui seront assumées et très bien faites quoi, et sincères. Tiens d'ailleurs, j'oubliais en autre actrice engagée, on a Jennifer Lawrence. Oui, aussi. Ouais, beaucoup. Ouais. Alors bien. Qui a fait un film, moi je trouve, qui était vraiment bien dans le sujet peut-être de l'émancipation féminine dans les années 80, c'était le film Joy. Ouais. Qui était excellent. Je trouvais que c'était le Citizen Kane un petit peu de Jennifer Lawrence quoi. Un petit peu une femme. Finalement c'est pas un film super drôle parce que c'est quand même une femme en fait qui a dû abandonner ses rêves. Pour devenir riche et avoir du pouvoir, elle a abandonné ses rêves de création, je crois que c'est un truc comme ça, elle avait tout un délire autour des créations et en fait elle a fait de la thune en faisant des téléachats en fait et tu vois à la fin du film, enfin je vais vous spoiler mais en même temps si vous l'avez pas vu c'est pas grave, c'est voilà elle se rend compte que finalement tout ce qu'elle a fait c'est elle a dû dévier de ses rêves pour réussir quoi en gros en tant que femme, mais c'est vraiment un excellent film hein, là-dessus. Max, t'avais encore des trucs à dire par rapport aux artistes qui ont influencé, je dirais, la place de la femme dans l'univers de la pop culture un petit peu? Ouais, j'en ai encore deux. Enfin, j'ai une artiste et une chanson. Ouais. La première, c'est Delia Derbyshire. Alors, bien sûr, comme on a déjà cité Beyoncé et tout ça, donc j'ai été chercher un peu plus loin. Donc Delia Derbyshire, faut savoir, bon, c'était la directrice adjointe des studios radiophoniques de la BBC dans les années 60. Donc, ce qui est quand même un poste assez haut. Et c'est une figure emblématique et ultra influente de la musique concrète qui a été créée par Pierre Schaeffer. Tu sais, je t'en avais parlé un petit peu, quoi. Ouais, vite fait, ouais. En gros, la musique concrète, c'est t'enregistres des sons. En fait, c'est de la musique qui est pas de la musique. C'est l'inverse. Donc, t'enregistres des sons et ces sons, c'est la musique. Genre, Pierre Schaeffer, il avait fait une étude sur le chemin de fer, ça s'appelle. Donc, il enregistrait des bruits dans une gare. Et ça, c'est son étude. Et en fait la musique concrète c'est le début du sampling, c'est ça qui donnera aux gens l'envie de faire du sampling pour le rap, l'électro et tout ça. Ouais. Et du coup en fait Delia Derbyshire, déjà je vous le conseille d'écouter son œuvre qu'elle a fait pour la BBC parce que
Autant là, même moi qui aime beaucoup la musique concrète, c'est un truc que je trouve très chiant et très relou. Ah, c'est Autant, brut, c'est très très brut. Hein, autant ce qu'elle a fait avec la BBC, c'est quelque chose qui est assez audible et qui est vraiment sympa parce que du coup, elle reprend notamment Air de Bach qui a été repris justement en musique concrète et qui est notamment dans l'OST de Enter the Void. Et il faut savoir en fait qu'elle a fait aussi le générique d'ouverture de Doctor Who. Ça parlera peut-être un peu plus aux gens. Aux gens, ouais. Et en fait, de par son histoire et son rapport avec le sampling et la musique classique, en fait, la musique, excusez-moi, électro, en fait, c'est une des principales influences de Daft Punk. Donc voilà. Madame, ouais. Juste pour dire. Merci. Donc il y a ça et je voulais parler aussi d'une chanson qui s'appelle Young Heart Run Free chantée par Candy Staton et écrite par David Crawford. C'est sorti à peu près dans quelles années c'est là? Ça doit être fin 70, ouais. début 60, fin 60 début 70. 70 ouais. Parce que c'est j'ai plus la date exacte mais c'est en pleine épopée disco. Donc c'est écrit par David Crawford qui a notamment travaillé en tant que producteur avec B.B. King pendant quelques années et en fait ils ont fait un petit déjeuner ensemble et il lui demanda il demanda à Staton ce qui lui tenait vraiment à cœur et ce qui tenait vraiment à cœur aux femmes et il a dit je vais écrire une chanson là-dessus en fait et du coup la chanson traite des femmes qui sont qui se font abandonner pendant leur grossesse par leur mari en fait et c'est un peu entre guillemets un message d'espoir genre rouler jeunesse tu vois la chanson non ouais. Non mais là je pense que là il y a Christelle qui vient de se réveiller du genre putain j'ai un truc ouais c'est une révélation bordel putain merci Pezzo j'allais oublier un méga truc et du coup c'est un peu un message d'espoir c'est genre vous en faites pas allez-y les filles on y va tout machin et la chanson déjà elle est super c'est une chanson vraiment feel good song quoi ouais. Et je vous la conseille et le message est vraiment cool et je m'avance peut-être mais ça doit très certainement être un hymne féministe à part entière qui doit être utilisé je pense vu le message de la chanson c'est quelque chose et elle a fait beaucoup de bruit justement à propos de ça lors de sa sortie et encore actuellement. D'accord, ok, ça marche. Christelle, ta réaction, vas-y, partage-nous ton réveil là. Alors oui, je voulais rebondir justement sur les filles qui sont abandonnées par les mecs, que ce soit leur mari ou non d'ailleurs, pendant leur grossesse, ça me fait penser à un film. Alors, sincèrement, je vous préviens, il est dur, il est pas drôle du tout. Mais alors, il est vraiment intéressant. Camping 3. Ouais. Toi aussi, tu connais. C'est ma gueule. Non. Camping 3. Pas mal. Le teasing trop trash, tu sais. Pardon, désolé. On t'a coupé. Quel bon enfoiré qu'on fait. C'est The Magdalene Sisters. Donc, voilà, je le connais même pas, putain. Attendez, c'est quoi le nom du réel? Non, mais c'est un truc d'auteur encore, je suis Non. Ah non, ça. Attendez, merde, j'ai pas le nom. Putain, j'ai compris que t'avais un problème avec les auteurs, hein, parce que là, le côté François Truffaut que tu nous as balancé, le coin de ma gueule. Non. Alors bon, tu couperas. C'est pas de ma faute, hein. Il a écrit, hein. Alors, c'est un film de Peter Mullan, donc qui est sorti en 2002 ou 2001, ça dépend des sources. Donc The Magdalene Sisters, donc en fait ça raconte l'histoire vraie en Irlande du coup au début du XXe siècle des nanas qu'on appelait les fimères, donc les filles qui tombaient enceintes, adolescentes, qui n'étaient pas mariées, etc. Donc que ce soit à la base des rapports sexuels consentants ou non, se faisaient envoyer dans des monastères, donc le monastère de Marie-Madeleine, donc se faire purifier l'âme entre guillemets, donc on leur retirait leurs gosses, des trucs horribles et tout, mais sincèrement je trouve que c'est un film féministe quelque part, malgré toute l'horreur de la réalité qu'on voit de l'époque, et finalement il a pas fermé il y a tant que ça, je sais plus exactement, mais il y a peut-être que 40 ans entre guillemets. Et sincèrement il est important de le regarder parce que je pense notamment à l'une des héroïnes, donc toutes ces nanas ont réellement existé, je crois que d'ailleurs il y en a certaines qui sont encore en vie. Il y en a une en particulier qui, alors elle s'est fait enfermer, elle était pas enceinte, elle était même pas dépucelée, c'est parce que comme elle était un peu aguicheuse, on va dire, elle pouvait potentiellement ils ont pris le mal à la source. Voilà, et du coup, sincèrement, je le trouve très intéressant, enfin, je trouve que il fait prendre du recul sur la situation des femmes il y a pas si longtemps que ça.
Surtout qu'il faut dire que l'Irlande reste encore un pays extrêmement conservateur concernant l'IVG, les femmes, etc. Et du coup, non, il est vraiment, vraiment intéressant à regarder. Et d'ailleurs, transition sur l'IVG, je voulais faire 2 minutes sur Simone Veil. Petit big up. Voilà, big up Simone. Non, sincèrement... Si tu m'écoutes. Bon, non, c'est un peu cliché, mais heureusement qu'elle a été là. Et d'ailleurs, sincèrement, là, je fais un peu mon porte-parole politique, 2 minutes. Mais sincèrement, je veux dire, quel que soit votre parti politique, sincèrement, n'oubliez jamais que... C'était Simone de Beauvoir qui dit ça, donc je n'ai pas la citation entière, mais qu'en gros, qui explique que dans toute crise, qu'elle soit politique, religieuse, sociétale, etc., les premières touchées, en général, ce sont les femmes. Et sincèrement, avec tout ce qui se passe actuellement en Europe, que ce soit en Espagne, en Pologne plus récemment, ou même en France, l'IVG est un droit qu'il ne faut pas enlever. Sincèrement, quel que soit notre parti politique, pensons à ça, c'est que ça reste un droit fondamental. Je veux dire, n'oublions pas que vaut mieux, effectivement, avorter à 16 ans quand on est dans des conditions où on ne peut pas élever un enfant, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'est pas mûr, parce que 16 ans, c'est pas un âge pour avoir un enfant, que l'élever et que l'enfant vive dans une misère, qu'il soit envoyé en foyer, qu'il ait une existence complètement pourrie à cause de ce choix. Donc sincèrement, n'oublions pas que non, contrairement à ce que certains politiques affirment, je ne les citerai pas, mais sincèrement, il n'y a pas d'avortement de confort. L'avortement, c'est pas facile. Vraiment, c'est utile, c'est important, et il ne faut pas, surtout pas, l'enlever. Donc vraiment, n'oublions pas, l'IVG, c'est très important, et vive le féminisme. Et voilà. C'est sur ce beau message qu'on peut peut-être finir clore le sujet. On va pouvoir passer aux activités. Concernant les actualités, on va vous discuter, donc on va parler de tout ce qu'on a retenu sur les 2 dernières semaines. Christelle, tu vas commencer. Qu'est-ce que tu as retenu ces 2 dernières semaines? Alors, ces 2 dernières semaines, j'ai retenu des trucs en cinéma. Merci Christelle, qui change souvent de sujet. Non, sincèrement, alors du coup, en actualité, je voulais parler des journées cinématographiques dionysiennes, donc, qui se sont déroulées à Saint-Denis du 22 au 28 février. Alors, pourquoi ce festival ? Parce que, tout d'abord, c'est un festival qui commence à avoir de la bouteille, parce que si je me trompe pas, c'est la 17e édition cette année. Et du coup, ce festival, en fait, ce que j'apprécie, c'est que déjà, ça met en avant le cinéma d'auteur, qui est souvent raillé, mais là, qui est vu de manière assez ludique, effectivement, parce que ça rassemble vraiment tout le monde. Enfin, comme là, je cite le directeur de festival avec qui je me suis entretenue, qui m'a dit, ça rassemble aussi bien les Parisiens un peu bobos qui sortent du périph' avec les habitants de Saint-Denis. Donc je trouve ça une très bonne chose de se rassembler devant le cinéma, parce que, toujours en le citant, le cinéma, ça fait grandir, la culture, ça rend plus intelligent, et ça pousse tout le monde à s'interroger et à se poser des questions, et c'est la manière de faire avancer les choses, quoi. Et donc cette année, le sujet, c'est le rire, parce que le directeur a choisi de parler du rire, justement, pour un peu contrer tout ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a un peu une situation politique un peu chaud patate en ce moment, compliqué, voilà, parce que les attentats, même si dans l'absolu, j'espère, ce sera derrière nous, c'est vraiment derrière nous, mais ça reste quand même relativement récent, il y a encore beaucoup de personnes traumatisées, d'ailleurs je pense sincèrement aux personnes qui ont perdu des proches pendant ces terribles épreuves, mais justement, et puis avec l'état d'urgence, l'état politique actuel, faut dire qu'on n'est pas c'est pas le baby boom, quoi, c'est pas la même ambiance qu'à ce moment-là, on va dire, et justement il a voulu choisir le rire pour un peu contrer ça, pour dire, n'oubliez pas de rire, vraiment, c'est important, surtout dans des situations comme ça, riez, vivez, le rire, c'est la vie. Donc voilà, si certains détracteurs ont dit que c'est un festival très élitiste, machin, non, c'est pas élitiste, ça aide juste à se cultiver, donc effectivement, comme j'ai dit, à être plus intelligent, tout simplement. Le festival, en plus, c'est une question de partage outre les barrières, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. C'est aussi ça, cette notion un peu de casser les codes. Ok, ça se passe à Saint-Denis, pour montrer que justement, Saint-Denis, c'est pas seulement ce que véhiculent les médias, c'est-à-dire les voitures brûlées et tout. Non, Saint-Denis, c'est une ville où il se passe des choses, et des bonnes choses. Voilà.
Donc ça c'était pour l'actu. Ok, ça marche. Donc si tu peux me raconter le nom du festival? Les journées cinématographiques dionysiennes, en référence donc à Dionysos, le dieu du vin. Ok, et ça se passe de quand à quand? 22 au 28 février. Ok, ça marche. Donc c'est à mon tour pour concernant les actualités. Et on va continuer sur la ligne du rire. Parce que c'est bon, comme d'hab, hein, moi c'est les jeux vidéo au niveau actu, et là j'ai envie de rigoler un petit peu parce que ça concerne deux développements de deux jeux provenant du même éditeur. La semaine dernière on avait parlé de Square Enix dans la joie du business vidéoludique quand ils ont eu acquis les droits pour les Avengers, pour les adapter sur un jeu vidéo. Et là on va parler un peu de leurs deux Arlésiennes. Donc qu'est-ce que c'est une Arlésienne? Une Arlésienne c'est quand c'est un développement qui ne se finit jamais. Et là c'est deux grosses blagues qui ont réapparu en fait lors d'un festival à Monaco. C'est Final Fantasy VII Remake et Kingdom Hearts 3 qu'on attend tous depuis quelques années maintenant. Moi je dirais que Bon, Remake il est sur la fin quand même, le 7. Oui, mais encore c'est pas fini parce qu'ils comptent sortir en partie, donc en épisodique. Donc ça veut dire ils font une partie, ils attendent 6 mois, 1 an, on sait pas encore comment ça va se passer, mais en gros on sent que ça va être l'histoire sans fin ce bordel. Donc en gros c'était Tetsuya Nomura qui était alors c'était un festival que je viens de connaître en fait, c'est Magic Monaco, c'est un peu le Comic Con européen de chez nous. Tu vois, le Comic Con qui est à New York. Ouais. Là c'est un petit peu voilà, le Comic Con en Europe. Et il en a profité lors du keynote en fait de montrer deux screenshots et un autre screenshot, en fait deux screenshots de Final Fantasy VII Remake et un autre de Kingdom Hearts 3 pour dire en gros, vous inquiétez pas les gars, c'est pas mort comme projet, ça fait 10 ans qu'on bosse dessus, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est toujours en cours. 10 c'est la date clé, tu vois. Ouais. C'est le chiffre magique. C'est le chiffre magique chez eux. Et vous savoir, après je suis peut-être mes 10 ans, mais c'est vrai que le Final Fantasy VII Remake est en développement officiel depuis 2-3 ans, et Kingdom Hearts ça fait à peu près 4 ans. Mais bon, ça fait le deuxième volet de Kingdom Hearts, c'est sorti il y a à peu près 10 ans. Enfin, j'étais au collège quand il est sorti le deuxième, donc ça remonte quand même à un paquet d'années. Et donc en gros, ce que montrent ces screenshots en fait, c'est un petit peu, ça peut faire flipper. Peut-être Kingdom Hearts 3, non, ça reste quand même, on reste pas dans la surprise. Voilà, ça reste propre. C'est un truc qui va nous montrer que le jeu n'a pas bougé en fait en termes de système de jeu. Par contre, le 7, ça va reprendre. On voit que ça va reprendre en fait le système de combat du 15. Qui est sorti il y a maintenant quelques mois. Tu planques derrière un buisson là. Oui, c'est ça, pour recharger. Ouais. Voilà, ça peut commencer à faire péter un plomb en fait à certaines personnes, et en plus voilà, enfin je veux dire ça reste assez casse-gueule comme type de projet. Là au vu de la qualité de Final Fantasy XV, est-ce qu'il faut s'attendre à des bons jeux? Je ne sais pas, donc pour l'instant pour moi c'est un peu la rigolade en fait quand je regarde ce genre de truc. Je suis plus dans le fait que ça me fasse rigoler plutôt que dans une hypothétique hype. Donc voilà, je reste toujours sous mes réserves sur ce que pourra nous proposer la Square Enix en fait sur ces jeux japonais. Voilà, j'attends sans en attendre finalement, et voilà, j'espère que ça va pas être trop une catastrophe, mais c'est pas rassurant en fait de ce qu'ils nous montrent quoi. Voilà, donc Max, tu peux passer aux actus. T'as quoi d'autre que tu nous as retenu? Moi j'en ai deux, j'en ai une qui me tient vraiment à cœur. Ah. C'est qu'après plus d'1 an et demi d'annonce, Chinoiserie partie 3 de Honra sort enfin le 10 mars. Il a sorti son petit DJ. Ah putain, j'en pouvais plus. Quand tu as su en fait direct qu'il avait commencé à sortir quelques extraits de son dernier album sur SoundCloud, tu m'as direct caché sur Facebook. Regarde putain, vas-y. Grave, je t'ai harcelé. Donc ça sortira le 10 mars, donc faudra aller vite pour ceux qui veulent les vinyles. Moi perso j'ai déjà préparé une petite enveloppe, je vais être à l'ouverture de Bettinos Record Shop, super. Ouais, qui est sur Paris, c'est ça hein? Ouais, qui est près de rue Saint-Sébastien. Ok. Et là-bas ils vont le vendre très certainement, et franchement ça claque. Enfin, les chansons qu'il a teasées, c'est juste de la bombe. Ça a l'air un poil plus calme quand même que le 2. Ça a l'air plus dans la vibe du premier, on va dire. D'accord. Après c'est question de point de vue, mais voilà. Une chanson de ouf quand même. Juste pour dire, son deuxième album était sorti quand? Il y a quelques années maintenant, il y a bien 2011 je crois, non? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais, donc il a pris le premier je crois c'était 2007, un truc comme ça. 2007, ouais. Après ça c'est pas un projet qui travaille spécialement, il a pas commencé à le travailler dès après machin, c'est un petit peu sur un coup de tête, c'est-à-dire il se balade un petit peu, puis quand il va là-bas, oh tiens, je vais me faire un petit disquaire, il entend des sons, il fait ah ce serait cool que je fasse une partie de tel truc, ou tu vois. Et du coup là Bye Bye, enfin une des chansons qui a été citée donc
hier, donc c'est-à-dire le 20, hier de l'enregistrement, donc le 20 février, c'était Bye Bye, et c'est pour moi la meilleure Orelsan qu'il a publié. C'est un petit peu du goutte à goutte, donc je pense qu'il va teaser un petit moment jusqu'au 10 mars. Et il y aura un peu moins de surprises à la sortie de l'album, mais vraiment penchez-vous dessus. Si vous n'avez pas écouté les 2 premières, écoutez-les. Et très sympa à écouter. Et ça va être vraiment cool. Pourquoi pas éventuellement sortir un de ces dimanches une critique. Et le deuxième, c'est un événement qui s'appelle Paris Loves Vinyl. Qu'on a déjà parlé dans le premier. Ouais, on en avait parlé en retour vers le turfu pour de vrai, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on en avait parlé et l'événement c'était déroulé pendant la publication. Pendant le montage en fait. Donc voilà, c'est la 2e édition. Donc c'est une des plus grosses, pour ne pas dire, je crois même la plus grosse convention de ce genre en France. Ouais. C'est Denis Dantas qui organise tout ça avec son associé. Donc la 2e édition, il y aura 40 exposants sur 10 pays représentés. Donc beaucoup plus gros que la dernière fois. Voilà, la première, il y a 45 exposants. Mais ça va être à peu près plus ou moins la même taille. Il y aura 50 000 vinyles en vente et un line-up de 16 DJ dont qui est assez pointu quand même. Moi je les connais pas tous. Il y aura Mellotron Crew qui est une sorte de radio qui est placée par Drake Public, voilà, avec des DJ, etc. Je connais pas très bien, je me suis renseigné vite fait. Personnellement, moi sur le premier que j'avais fait, je connaissais aucun des DJ, mais c'était vraiment cool. Enfin, c'est vraiment une place où tu découvres beaucoup de choses. Ouais, puis c'est vraiment des vrais DJ qui font vraiment bien le truc, qui font des beaux enchaînements avec du vinyle, etc. Donc c'est vraiment le DJ au sens propre du terme. Et c'est aussi Lady qui fait apparemment du disco underground et qui vient des États-Unis. Donc pour l'occasion, ce sera le dimanche 5 mars 2017 à l'Espace Reuilly dans le 12e arrondissement. La dernière fois que j'y été, je me souviens plus, mais je crois que c'était un truc genre 3 € l'entrée, quelque chose comme ça. Et moi j'irai. Peut-être une partie de la rédac aussi. Et on va voir peut-être si on arrive à obtenir une interview de Denis, on va peut-être faire un retour sur la prochaine. Voilà, tout de même, je ferai quoi qu'il arrive un retour. Après, ça dépendra, on va dire, la conséquence de ce retour va dépendre un petit peu des infos qu'on va glaner. Et voilà quoi. Ok, ça marche. Donc le Paris Love Vinyl pour le 5 mars. 5 mars 2017, le dimanche, à l'espace Reuilly, dans le 12e arrondissement. Ok, parfait, nickel. On va pouvoir passer aux recommandations. Toi aussi, tu vis en Alaska. Tu connais les Olympiades esquimaux-indiennes? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de mouk-touk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Retour vers le turfu, c'est pas qu'on a des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Christelle, qu'est-ce que tu nous conseilles finalement cette semaine en coup de cœur? Alors moi clairement mon coup de cœur c'est John Wick 2, donc pour ceux qui l'ont pas encore vu, je vous conseille d'écouter en intégralité donc le premier Movie Trigger, donc du coup sur le sujet. Sinon pourquoi j'ai aimé John Wick 2 en 2 mots, clairement c'est pour le scénario qui est super bien ficelé. Vraiment on s'attend pas du tout à ce qui va se passer, et en plus de ça l'autre point fort c'est son casting, parce qu'au-delà de Keanu Reeves on a pas mal de nouvelles révélations, surtout une. Et très sincèrement, non, je l'ai trouvé vraiment meilleur que le premier, et je vous invite à aller le voir, parce que il est plus profond et plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà. D'accord, ok. Donc, si vous voulez plus de détails, donc il y a le lien de la critique écrite de Christelle sur le podcast, et également le Movie Trigger de la semaine dernière. Pour moi, de mon côté, je vais changer un peu la donne, parce que c'est vrai que généralement je tourne autour des films et du jeu vidéo pour les recommandations, et là je vais prendre la place de Pezzo, je vais parler musique. Et là, il me regarde avec un air de qu'est-ce qu'il va me balancer cet enfoiré. Je vais vous parler de Beyoncé. Ah non, ça c'est Alex. non, je voulais parler d'un groupe de 4 filles dans le vent américaines de surcroît de LA, et ce groupe c'est Warpaint que j'ai découvert via leur dernier album qui est sorti en septembre 2016 qui est Heads Up. Alors vite fait en fait, Warpaint c'est plus un groupe
de rock un peu psyché, et en même temps ils font de la trip-hop. Enfin, ils sont assez éclectiques en fait dans leur choix de musique. Mais en gros, là, leur troisième album, je l'ai trouvé très sympathique. C'est vraiment par là que je l'ai découvert et je vous conseille finalement le groupe. Alors, Warpaint, finalement, qu'est-ce que ça compose en fait comme type de son? C'est vraiment un album qui est très influencé par Cocteau Twins pour ceux qui connaissent, avec un côté vraiment trip-hop à la Massive Attack qu'on peut retrouver aussi Portiched un petit peu. Il y a quelques titres aussi qui sont un peu plus pop en fait. Tu sens que c'est les titres un petit peu plus commerciaux entre guillemets, mais en même temps tu sens que c'est un peu le lâchement un petit peu des filles en fait de faire des choses un peu plus cool. Donc il y a des titres comme New Song qui fait penser un petit peu à côté Foster the People pour ceux qui se souviennent de ce groupe. On sent que c'est un album fait dans le changement parce que c'est vrai que j'ai écouté les deux autres derrière qui sont un peu plus sombres. Là c'est un peu plus je sais pas, je dirais pas que c'est plus positif, mais c'est un peu moins dark en fait dans leur album. Et elle tente des choses en fait, et c'est beaucoup plus électrique, hein, comme je le disais, il y a beaucoup plus de styles de musique représentés, et elle tente vraiment des choses en utilisant diverses sonorités, comme un gros patchwork musical finalement. Mais le résultat fonctionne très bien dans l'ensemble. Donc voilà, c'est mon coup de cœur musique, c'est Warpaint donc, et l'album Heads Up. Et je voulais finir sur les recos avec un autre, sur mes recos pardon, sur un podcast cette fois-ci, qui est le podcast Badass. Alors podcast Badass, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast en fait geek, féminin et féministe. C'est animé en partie par des petites geekettes. Par des petites geekettes, mais en même temps pas que. Hein, c'est beaucoup de journalistes. C'est un podcast qui a été créé et qui est animé en fait par Pia Jackmar, qui est une ancienne journaliste chez Gameblog notamment et qui a bossé sur pas mal d'autres sites. Et c'est consacré finalement aux figures de femmes dans la pop culture. D'ailleurs, tu nous as fait écouter un petit extrait et c'est des voix très fip en fait, c'est très agréable à entendre. Ouais, c'est très très agréable à écouter, je trouve. Et c'est vraiment très sympa, ça présente la pop culture sur un angle que je trouve assez original finalement, et vu que ça se concentre vraiment sur un point de vue féminin et féministe. Il y a d'ailleurs, il y a un parti pris vraiment couillu, c'est qu'il n'y a aucun homme en fait dans l'émission. C'est comme s'il y avait Christelle et ses potes ici ses copines sur Retour vers le Turfu, et nous on était là derrière en train de se barrer quoi. Nous derrière en train de faire la vaisselle quoi. Et c'est ton rôle. Vous voulez être des hommes modernes, c'est votre rôle. Hein. Oui, bah écoute, j'ai pas le choix en même temps. C'est pas simple tous les jours d'être moderne quand même. Hein. Faire le linge. C'est un métier, madame, c'est un métier. Donc voilà, je trouve en fait là où c'est vraiment les grandes qualités, c'est que c'est très intéressant sur les différents propos et arguments qu'ils émanent en fait de leurs analyses, que je trouve vraiment intéressant, notamment sur plusieurs. Là, ils ont fait aussi un numéro sur les princesses Disney. Vraiment, c'est assez intéressant, je trouvais les idées qu'elles donnent en fait là-dessus, sur la représentation en fait de ces princesses selon l'année où est sorti le film, et etc. C'était vraiment très intéressant. C'est assez pointu, donc quelquefois ça peut, si on n'est pas assez porté sur la culture ou on manque de références, ça peut perdre un petit peu l'auditeur. On peut un peu se noyer quoi. Ouais, on peut un peu se noyer, mais encore ça va, ça reste très, c'est très ouvert. Ça reste accessible. Ça reste accessible, voilà, exactement. Après, ça peut être un peu irritant, je dirais, pour les plus masculins d'entre nous. Hein, des fois, on prend cher quand même, nous les hommes. Un peu votre tour aussi. Mais franchement, je le conseille vraiment à tout type d'auditeur pour se faire vraiment une idée sur la question. Et le dernier traite d'image des règles menstruelles d'ailleurs dans la pop culture et dans les médias, donc par rapport aussi aux pubs, tu sais, Vanilla, Nana. Vania et Nana. Et Nana. Vanilla. Non, parce qu'en fait, Banania, c'est le nom d'un chocolat, tu vois, c'est pas pareil. Oh, excusez-moi de faire l'amalgame, hein. Désolé. Et elles sortent généralement un numéro tous les mois et franchement, allez-y, c'est vraiment cool. Donc on peut trouver l'émission sur SoundCloud. C'est quoi la durée, pardon, excuse-moi? C'est 1h30, 2h. Un peu comme vous, quoi. Okay. À peu près le même format, et ça sort sur SoundCloud et iTunes, donc c'est vraiment intéressant à écouter. Voilà, je le conseille. On va pouvoir passer à la reco de Max. Vas-y. Ouais. Alors moi, je vais parler d'un album rap que j'adore, qui s'appelle Her Favorite Color de Blue. Donc c'est un album qui est sorti en 2011. C'est un excellent album qui est assez bien rythmé parce que t'as des passages jazzy, un peu rock, un peu jazzy, un peu rock. En fait, c'est du néo-hip-hop avec des touches un peu rap. Ouais. C'est très très agréable. Je sors le label disque de l'apéro parce que c'est vraiment génial en fond sonore, pareil. AOC disque d'apéro de ouf. Ouais. Donc voilà, c'est très très gros coup de cœur. Ça, c'est il y a des trucs un petit peu entre guillemets trip hop, enfin des
des codes du trip-hop où les habitués se reconnaîtront. Parce qu'il y a par exemple pas mal d'interludes musicales avec des citations de films, des trucs comme ça en fait, tu vois. Notamment Closer entre adultes consentants, que j'ai toujours pas vu. À chaque fois que j'écoute l'album, je me dis putain, faut que je vois quand même, il a l'air cool. Je t'avoue, là pour une fois, je peux dire, j'ai pas vu. Ouais, ok. Putain, j'ai réussi à trouver un truc qui l'a pas vu. Et non, c'est génial. La sélection des samples est vraiment ouf. Tous les styles sont vraiment un peu regroupés, tu vois, c'est-à-dire sont traités. T'as même du Radiohead qui est samplé sur une de mes chansons préférées, qui est United Love You Too. Avec voilà, mon très gros coup de cœur, ça a été quand même Vanity, qui représente quand même vachement bien l'atmosphère de l'album. Et puis bah voilà, à écouter en vinyle, oui et non, parce qu'en fait en soi techniquement en numérique ça suffit largement. Enfin, le pressage vinyle il apporte pas grand chose, hormis le fait que tu le mets sur ta chaîne hi-fi, sinon ça change pas des masses. Et enfin c'est pas un album qui m'a subjugué en disant waouh c'était la folie, tu vois, genre. Mais bon, ça reste comme un album apéro quoi. Ouais, mais c'est très 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 sympa, et c'est un album que j'aime beaucoup, et dans le rap ça fait partie des trucs que j'aime beaucoup, et pour faire découvrir le rap aux personnes un peu réticentes, ça peut très bien marcher. Par exemple, j'ai fait écouter à mes parents qui avaient bien aimé. Donc voilà. Donc tu peux nous rapater l'album et l'artiste. C'est Blue, Her Favorite Color, qui en fait n'est pas vraiment un album, c'est plus une compile. Ouais, c'est une compile de tout ce qu'il a fait avant. C'est comme un Untitled Unmastered de Kendrick Lamar que je t'avais parlé. Oui et non, parce qu'en fait c'est son premier album entre guillemets, mais c'est en gros pour son premier album il a pris des anciennes chansons, etc. Voilà, exactement. D'accord. Donc moi je considère ça comme un album, même si techniquement c'en est pas un. Est-ce que tu as autre chose à nous conseiller? Non, ce sera cultivez-vous bordel. Oh, putain. La catchphrase de l'émission. Donc on peut signer la fin de l'émission, de ce numéro de Retour vers le Turfu. On va parler vas-y, tu veux le dire, vas-y. Ouais, on était quand même un petit peu dans l'anxiété de parler de ce sujet. Enfin, moi personnellement j'étais un petit peu en mode C'était un sujet assez compliqué, mais on a quand même, je pense, réussi, grâce notamment à Christelle. Ça, on verra. On verra en fonction du nombre de pouces rouges. Mais non. Vas-y, tu voulais nous parler de la playlist de cette semaine? Oui, donc on va rester dans le thème. Je vais faire une playlist spéciale filles. Donc ce sera soit spécialement chanté que par des filles, ou autrement, même si c'est des compositions genre instrumentales, mais faites par des femmes. D'accord. Voilà, c'est playlist Girl Power quoi. Girl Power, ok, bah génial, ça va nous permettre de découvrir d'autres horizons. Avant de finir l'émission, déjà je voudrais remercier à tout le monde de participer pour ce numéro. Merci à vous les gars, enfin les filles aussi. Merci. Et je voudrais également remercier les auditeurs qui nous suivent de plus en plus. On est de plus en plus écoutés, ça fait plaisir. Mais n'hésitez pas à nous aider à remonter un petit peu dans les putain, comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Dans les statistiques, audience, résultats, non, mais plus dans les référencements en fait. Ouais, plus dans les référencements. Donc n'hésitez pas à nous aider. Le plus simple à faire, ça reste les 5 étoiles et les avis sur iTunes. Donc n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à nous partager vos opinions également. On est très ouvert pour là-dessus sur Twitter et même sur notre adresse mail, donc et sur le site aussi. Voilà, qui est notre mail, le site internet, donc qui est retourverleturfu.com, et aussi le mail hervéturfu@gmail.com. Vous pouvez aussi envoyer des mails. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les pages Facebook, Twitter, donc Retour Turfu, et aussi voilà, toujours joignable, enfin toujours écoutable sur SoundCloud, iTunes et YouTube, ou même n'importe quel lecteur de podcast indépendant. Et voilà, donc on peut finir l'émission tranquillement, en vous souhaitant une bonne semaine à tous, et à bientôt. Ciao. La bise. La bise.
même mieux, Full Metal Jacket quoi. Ouais, ce podcast est vraiment le Full Metal Jacket. Non mais il était trop bien. Il était génial. Je pense que c'est même un des meilleurs qu'on a fait quoi. C'est un des meilleurs, le plus abouti. Ouais. Mais toi, tu l'avais pas écouté, Christelle? Le rétro gaming, un peu encore. Non, Non mais je suis peu en retard. Là, elle dit ça en mode non. Non mais Jamais. Déjà tu me casses les couilles avec ton haut et ton croix là. C'est vrai que je l'entraîne en ce moment à devenir le very best en termes de jeux vidéo, et c'est un travail, mais j'aime bien, moi, c'est plaisant, je trouve. C'est sympa à faire. Ouais. En fait là on enregistre, c'est ça? Oui. Ok. Et c'est sympa. Non mais pour sauver les gens, moi je sais qu'il faut appuyer sur Sur rond. rond. Enfin O. Non. Rond, Non, c'est rond. Rond, Ouais. ouais, sur la touche PlayStation. Je te dis, passe à Xbox. Ta gueule. Plus facile, souvenir les touches, tout. C'est... Bah limite, ouais, je pense que je pourrais tester Gears of War en coopération. J'aime bien comment je suis le mec craché. est chaud, le mec est chaud. Tu connais Doom? Casser des bouches, tout ça. Non, c'est pas vrai. Non mais non. Tronçonner des mecs. Je vous exploserai d'ici quelques années, vous Ouais, c'est verrez. ce qu'on dit. Ouais, on rigole, mais voilà quoi. Et Ah, demain il y a attends, école. on C'est a bien bien ça. Oui, on rigole, mais demain il y a école, cosy. Hein. Tu sais que moi je l'ai dit encore, hein, cette phrase là, mais cette punchline qu'on avait là. Ouais mais en Oh, attendant, lycée, qui ouais. c'est qui va vous mettre la misère ce soir au féminisme? Ah t'inquiète, Luc je compte sur Luc pour te mettre la misère sur Gears of War. Je me vengerai. Ah donc tu t'avoues déjà défaitiste. Non, T'as mais- perdu. T'enregistres la partie, hein, je veux voir le let's play mon gars. Hein. Sur Twitch, tu sais. J'apprends ma meuf à jouer à Gears of War. Tu fais un ulule. Pour que Christelle se mette aux jeux vidéo. On va faire un hashtag, on va le mettre en TT. Je suis Christelle. Je suis Christelle.